Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les débats du soir. Bonsoir et bienvenue à vous. Les invités pour ce débat sont déjà installés sur ce plateau. Bonsoir à vous, Alidé Toundé. Bonsoir Maël et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Et à ma gauche, Steven Sosukwe. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Maël, bonsoir auditeur. Et juste à côté, nouveau Ulfond Kanhonou. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Daniel. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Alors, au Bénin, des rumeurs récentes sur un supposé coup d'État ont suscité des réactions officielles et des débats publics. Le gouvernement, par la voix de Wilfried Léandre Ongbedji, a rapidement démenti ces allégations, affirmant que le pays reste stable et sécurisé. Cet épisode illustre quand même les dangers de la désinformation qui peut semer la panique, saper la confiance dans les institutions et menacer la cohésion sociale. Wilfried Kanhonou, quel impact les rumeurs politiques peuvent-elles avoir sur la stabilité d'un État comme le Bénin? Merci, Dame Maëlle. Déjà, il faudrait revenir dans le contexte. Se demander déjà c'est quoi la désinformation. Déjà, lorsqu'on parle de désinformation, c'est l'utilisation de techniques d'information de masse pour induire en erreur, pour tromper et carrément pour manipuler l'opinion publique. Maintenant, partant de ce principe, il faudrait savoir et se demander qui sont ces personnes-là qui se trouvent être à la base de ça. Aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de désinformation, que c'est un sujet qui prête à polémique. Qui prête à polémique, pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui a son téléphone portable, a son smartphone, a son ordinateur et d'un simple clic, il peut prendre un sujet, prendre ce qui lui vient par la tête et balancer ça sur les réseaux sociaux. Ça détruit. Pour moi, c'est l'un des tares, l'un des premiers mâles qu'il faut combattre. Et sinon, ça détruit l'État, ça détruit la capacité de l'État à être souverain. Vous avez pris l'exemple en parlant tout à l'heure des fake news concernant le coup d'État présumé du président Patrice Talon et coup d'État présumé qui a été relayé de fond en comble par non seulement... Au point de faire réagir le gouvernement, mais ce qui a été bien, à mon avis, c'est que il n'y a pas eu péril en la demeure. Le gouvernement a, je pense, pris son temps et a géré ça de la meilleure des manières. Et moi, j'ai suivi même des informations et il s'avérait qu'il y avait des médias même qui étaient à la base et qui faisaient la propagande. Donc, il faudrait à un moment arrêter parce que ça sape les valeurs du pays, ça affaiblit la cohésion, l'unité au sein du pays. Donc, c'est ce que je peux dire. Ajouter même un autre exemple, celui par rapport au Vodou Days, où lorsqu'on organise un grand festival combinant art, culture et spiritualité, des personnes se permettent de propager des rumeurs selon lesquelles il y aura mort d'homme, qu'il y aura des sacrifices. Non. Je pense qu'aujourd'hui, le code numérique, règle tout ça et l'État fait son boulot. C'est bien et c'est à féliciter. Steven Sosukwe, est-ce que la liberté d'expression, d'opinion doit nous amener jusqu'à faire des propagandes, des rumeurs politiques? Est-ce que nous avons ce droit d'aller jusqu'à toucher à la souveraineté de notre État? Nous n'avons pas le droit de toucher à la souveraineté de notre État. Et quand mon frère définissait la désinformation, ça m'a rappelé l'autre notion voisine, la mésinformation. La désinformation, celui qui le fait
le fait dans l'intention de partager ou de diffuser une information erronée. Mais la mésinformation, celui qui le fait dans sa conscience, c'est pas que l'information qu'il ou qu'elle est en train de diffuser est une information erronée. Et donc, par moment, la mésinformation et la désinformation, d'abord, ils sont déjà voisins et par moment, ils peuvent se substituer. Par moment. Maintenant, quand on est dans la désinformation, il y a au moins 3 catégories de désinformation, 3 catégories d'acteurs. Des fois, c'est des rumeurs, des personnes, des individus qui se lèvent et qui commencent. Mais après, il y a la propagande qui continue. Il y a ce que, bon, plus ou moins en Afrique, on n'a pas souvent ça, la théorie du complot. La théorie du complot est que, selon la théorie du complot, c'est la victime du système même qui instaure ou qui installe de quoi on va le vilipender, de quoi on va le critiquer, de quoi on va le livrer, pour pouvoir un temps soit peu revenir en grand. La théorie du complot, c'est je veux quelque chose, si je viens directement, ça me sera plus compliqué. Alors j'utilise de la mauvaise information par mon frère, il balance ça, et après maintenant je viens bien me présenter pour me justifier, un temps soit peu être bien apprécié. Et donc il y a aussi la théorie du complot dans la désinformation qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, dans notre situation actuelle, une désinformation ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Nous sommes en 2025, à quelques mois de 2026, et à voir l'échéance 2026. Chaque Béninois a le devoir d'être un artisan de paix. Chaque Béninois, dans son coin, s'il est musulman, il doit aller à la mosquée. S'il est chrétien, il doit aller à l'église. Et s'il est bon gardien de la tradition, comme les gens ont déjà commencé par le faire depuis le 10 janvier, par le Tofa, le Tovo, que chacun dans son coin puisse prier pour la paix du pays, la stabilité. Et donc, la désinformation n'arrange personne. Parce que si éventuellement ça dégénérait, personne ne pourra rester, personne ne sera vainqueur. Tous nous serons victimes de ce système-là si on arrivait à le mettre en place. Et donc, nous n'avons pas intérêt à aller sur ce terrain-là. Nous n'avons pas intérêt. Merci à vous, Halidé Toundé. Quel outil, comment les citoyens peuvent-ils développer leur esprit critique face aux fake news? D'abord, même avant d'aborder les solutions, moi je pense qu'il faudrait plutôt toucher du doigt les causes. Je pense que la multiplication des fake news, c'est d'abord l'utilisation anarchique des mass médias. Donc il faut commencer par là. Il faut veiller au contrôle de tout ce qui se fait sur les mass médias. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever, faire une publication. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever, partager son avis. On a aussi des médias en ligne qui aujourd'hui poussent comme des champions. Je pense qu'il faudrait désormais installer des systèmes pour contrôler tous ces médias-là et veiller à tout ce qu'ils publient. Je pense que c'est par là que le travail doit se faire. Contrôler les masses médias et aussi former les jeunes par rapport aux éventuelles conséquences que peuvent provoquer les fake news. Je pense que déjà, à partir de là, nous pouvons peut-être assister à une amélioration dans les années à venir. Est-ce que ce n'est pas lâche pour un individu ou un homme des médias de rester derrière son téléphone ou de bien devant son média, si je peux le dire ainsi, et derrière son média et de propager des rumeurs politiques? Est-ce que le fait qu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement à place nous permet d'oser propager de fausses rumeurs en tant que journaliste? Je pense que la cause majeure de cet état de choses, c'est l'impunité. Il faut commencer par punir, sévir les contrevenants, les récupérer pour servir d'exemple aux autres. Je pense que c'est cela. Si on le fait régulièrement, je pense que les intéressés vont se ranger. Alors, Ulfond Kanhonou, quelle est la responsabilité des médias, des réseaux sociaux qui se permettent de partager ces informations? Vous savez, déjà, il faudrait comprendre que le rôle des médias, c'est déjà d'informer. D'informer et de donner. Quand je parle d'informer, c'est de donner la bonne information, pas de propager des fake news. Maintenant, s'il y a des
bon, je dirais qu'il y a toujours des tares, comme je le dis souvent. Il y a toujours des brebis galeuses. Et bon, on ne peut que faire avec. Il faudrait juste que ces médias-là sachent que lorsque vous quittez la frontière qui a été établie par le législateur, vous êtes soumis ou vous pourriez être soumis à des sanctions. Et le jour où le fou ira au marché, comme on le dit souvent, je pense qu'il y aura péril dans la demeure. Il faudrait que chacun sache raison garder. Il faudrait que les médias prennent leurs responsabilités et qu'ils vérifient les faits. Qu'ils vérifient, qu'ils contrôlent la véracité des faits avant de, je vais dire, de publier. Parce que ça ne sert à rien de faire peur à la population. Ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'information selon laquelle il y avait un coup d'État présumé au Bénin. J'étais scotché sur mon smartphone, mais je me suis demandé, attends, est-ce que je suis au Bénin, est-ce que je suis à Cotonou, est-ce que c'est vrai? Bon, ce qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit, bon, je n'ai pas été de coups de feu, donc ça va. C'est marrant quand on le dit, mais franchement, il faudrait que ces personnes-là arrêtent et qu'ils fassent vraiment attention, que les médias de masse aussi fassent attention, qu'ils vérifient les faits et qu'on forme nos jeunes. Les jeunes qui sortent de nos centres de formation, qu'on les forme à la déontologie, qu'on les forme et qu'ils comprennent que le travail qu'ils sont censés faire est louable. Aujourd'hui, on parle de quatrième pouvoir, les médias, si je ne me trompe pas, au sein de l'État. Mais c'est fort, parce que sans information, il n'y a rien. L'information, sans elle, il n'y a rien. Donc, il faudrait que chacun puisse faire son job, celui qui doit donner l'information puisse donner la bonne information et que celui-là qui doit recevoir l'information puisse aussi en faire usage de la meilleure des manières. Steven Soussoukwe, est-ce que la réponse officielle du gouvernement à travers son porte-parole est-elle suffisante pour rassurer la population? Est-ce que déjà les fake news n'ont pas réussi à établir déjà une atmosphère de doute généralisée qu'il faut peut-être désamorcer? Oui. Il y a la psychose là, il y a la panique là, la stabilité n'est plus forcément... je parle de la stabilité des individus, pas de la nation, non, des individus. Tous actuellement, dans les esprits, on se demande quand on l'appelle, est-ce que ça ne va pas venir? Parce qu'on a commencé pas trop l'appeler finalement. Surtout pour les spiritualistes, à force de l'appeler, il va se manifester. Et donc, si déjà chacun peut essayer d'éviter de l'appeler, parce que moi, je n'ai pas où aller. Je n'ai que le Bénin. Donc, cessons de l'appeler pour qu'il ne nous visite pas. Cessons de l'appeler pour qu'il ne nous visite pas. C'est quoi il fait l'effort de ne pas utiliser le mot. Je ne veux pas l'appeler pour qu'il m'atteigne. Maintenant, ça s'est déjà passé non loin de chez nous. Le génocide rwandais, c'est comme ça, c'est parti. Des informations prenant par les médias. Et on a vu tout ce que ça a causé. Depuis, ils s'efforcent, mais ils ne sont pas encore vraiment renés de leur cendre, hein, je ne pense pas. Mais bon, ils ont quand même des croissances économiques, ils ont des chiffres qui bondissent chaque fois. Mais il y a des familles qui ont été disloquées. Et ça là, ce n'est pas Banque mondiale qui certifie le rétablissement ou bien les enfants orphelins qui sont devenus soldats, enfants soldats. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra réparer la vie de ces enfants-là, par exemple. Je ne sais pas s'il y a de réparation possible. Quand on prend un peu ces cas-là, on les voit de près, on doit savoir raison garder chez nous ici. Se débrouiller pour ne pas aller sur des terrains comme ça. Qu'est-ce que quelqu'un a gagné si chacun doit commencer par courir avec des colis sur la tête? On voit les images à la télé, Somalie, ainsi de suite. Pour les Béninois qui sont le long de... Bon, dans la zone de Grand Popo, Komen, Dogbo, on a vu des Togolais venir plusieurs fois. Et quand les Togolais venaient, c'était pas trop joli. Les maisons des jeunes... en tout cas, c'est des conditions que moi, pour avoir côtoyé les réfugiés togolais sur le camp de réfugiés de la maison des jeunes de Komen, je n'aimerais pas être réfugié quelque part. Et donc, juste pour ça, là, nous allons tout faire, nous devons tout faire pour que...
pour que ça ne brûle pas quelque part. Parce que dès que ça a commencé par brûler, ça va s'exploser. Après, plus personne ne pourra supporter. Et je pense que le gouvernement en place est bien averti par rapport à ça et il fera les mesures qu'il faut. Hein. Oui, le gouvernement le gouvernement en place fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité, en matière de sûreté, en matière de maintien de l'ordre public. Et nous allons essayer de demander aussi à chaque leader politique, à chaque acteur politique, d'apporter sa pierre au maintien de la paix au Bénin. Au maintien de la paix. Et notre tranquillité là, nous ne voulons pas la perdre. Et que personne, pour ou à cause de ce qu'il aura gagné ou de pouvoir qu'il a ou qu'il veut avoir ou qu'il ne veut pas laisser, non, que chacun essaie de se mettre un peu en retrait et qu'il mette le Bénin en avant. C'est le Bénin nous avons. Le Bénin, c'est notre patrimoine commun. Nous n'avons pas autre patrimoine en commun. Le Bénin, c'est notre patrimoine commun. Préservons. On n'a pas d'or, on n'a pas de diamant. Même si par moment, on a quelques chiffres. Ce qu'on exploite aujourd'hui, c'est notre paix, c'est notre liberté d'aller et de revenir. Et donc, nous avons ça à vendre. Essayons de mieux préserver pour mieux vendre ça aux gens. En tout cas, il y a eu plusieurs, à cause des situations de crise ou situations de guerre dans leur pays, sont venus au Bénin. Dans le génocide rwandais, ce qui est sûr, il y a forcément des réfugiés rwandais qui ont trouvé de place au Bénin. Pour les élections, les situations en Côte d'Ivoire, des gens ont trouvé refuge au Bénin. Maintenant, si les gens viennent trouver refuge chez nous, nous irons trouver refuge chez qui? Chez ceux qui d'habitude viennent trouver refuge chez nous. C'est là ma grande crainte et ma grande peur. Si on avait quelque part où on pouvait aller, on pouvait dire, bon, ok, ils n'ont qu'à incendier la maison, voir. Mais nous, on n'a nulle part. D'autant plus on n'a nulle part que la sagesse visite les esprits. Que la sagesse visite les esprits et que nous puissions vivre en paix dans notre Bénin. C'est bien ça, Alidé Tounde. Est-ce que les lois actuelles au Bénin sont suffisantes pour punir les auteurs de cette désinformation? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut, comme on dit, couper le mal bien avant qu'il ne gangrène? Je ne dirais pas que les lois sont assez suffisantes, mais c'est plutôt l'applicabilité des lois qui ne sont pas assez suffisantes. Aujourd'hui, c'est vrai, on a eu à sanctionner certains individus qui auraient diffusé des images qui touchent à la sensibilité en 2022, mais il y a des gens qui continuent toujours de se prêter à l'exercice. Il faut peut-être intensifier ces contrôles-là. Aujourd'hui, l'OSCC existe pour contrôler le numérique. Ce n'est pas seulement les cybercriminels, il faut contrôler. La désinformation aussi tue. Donc, il faut peut-être installer des systèmes qui vont veiller à cela, contrôler. Aujourd'hui, la France même a installé un système pour exiger des parents le contrôle régulier des smartphones de leurs enfants, justement pour empêcher ces derniers-là d'avoir accès aux sites pornographiques. Je pense déjà que c'est un pas, c'est une stratégie que le Bénin peut-être pouvait utiliser pour pouvoir réglementer ce niveau-là, parce que j'ai eu du plaisir à suivre Steven tout à l'heure. Il a tout détaillé, il a détaillé les conséquences, il a pris le soin de détailler les conséquences les unes après les autres. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. L'État a des lois qui existent pour contrôler ce secteur-là, mais c'est plutôt l'applicabilité qui manque et c'est le moment peut-être d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les dangers que risque la nation tout entière avec la propagation de ces fake news-là et aussi continuer par intensifier le contrôle régulier des mass médias parce que c'est à partir de là que ces informations sont divulguées. Merci à vous. Ulfrand Kanrono, un dernier mot, un dernier tour de table. Merci Daniel. Je dirais que Monsieur Sosoupé et mon très cher condisciple, ils ont abordé le sujet. Je pense qu'on l'a tamisé, retamisé, hein, et le travail a été fait. Mais je dirais tout simplement qu'il faudrait inviter les personnes à une meilleure prise de conscience. Une meilleure prise de conscience, qu'elle soit individuelle ou collective. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'en plein 2025, qu'on continue avec des comportements, on va dire, qui sont de nature à saper l'ordre public établi. Ça ne sert à rien de vouloir faire paniquer les populations.
ça ne sert à rien de vouloir saper même, je dirais, le moral des troupes au front. Vous me permettez, je prends l'exemple par exemple de l'attaque qu'il y a eu tout récemment au Point Triple, où des personnes se sont permis, le vilain luxe, de publier des informations selon lesquelles les combats ont duré 8 heures. 8 heures de temps. Un combat qui a lieu en terrorisme, entre guerres, une guerre asymétrique qui dure 8 heures de temps, sans que les troupes ne reçoivent d'aide. Non, à un moment, il faudrait arrêter avec la désinformation. Heureusement, l'état-major et les pouvoirs en place sont venus, ils ont démenti cela. Il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités et vérifie vraiment les faits. Parce que moi, je me mets par exemple à la place de ce combattant-là qui est au front et qui entend tout ce que, qu'on le traite de paresseux ou bien de pas compétent. Parce qu'un combat qui dure 8 heures de temps et l'armée officielle n'arrive pas à prendre le dessus, c'est qu'on est compétent. Donc à un moment, il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités, que les médias puissent vérifier l'information avant de la publier, que chacun, chez soi, à la maison, puisse avoir cette ouverture d'esprit-là de se dire, mais ce que je veux balancer sur les réseaux sociaux, ce que je veux balancer, c'est vrai que c'est derrière mon smartphone, mais ça peut coûter beaucoup, ça peut coûter cher. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire. Le code du numérique, comme l'a dit certains déjà, est déjà là, mais il faut encore plus serrer. Il faut serrer l'applicabilité. Au niveau de l'applicabilité, il faut serrer pour que chacun puisse savoir raison garder, pour que chacun puisse rester dans son coin et faire le travail qu'il doit faire. Alors, nous continuons ce débat et cette fois-ci, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle, menaces ou opportunités. Eh bien, l'essor de l'intelligence artificielle dite IA bouleverse de nombreux secteurs, offrant des opportunités significatives, mais posant aussi des défis complexes. Des outils d'IA améliorent la productivité, facilitent la gestion de projets et optimisent la prise de décision dans des domaines variés. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant les impacts sur l'emploi, la confidentialité des données et l'éthique. Wilfrandre Kanhonou, voilà, l'IA bouleverse nos habitudes. Comment voyez-vous cet outil qui vient dans le secteur? Merci pour votre question, Dame Maëlle. L'IA bouleverse nos habitudes, comme vous l'avez si bien dit. Et je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter et nous poser les questions qui doivent être posées. Aujourd'hui, est-ce que c'est bénéfique pour nous? Et comment nous devons faire pour que ça le soit si ça ne l'est pas, en fait? Alors, Steven Sosoukbe, je viens à vous. Comment voyez-vous l'intégration de l'IA dans les secteurs administratifs aujourd'hui? L'IA dans les secteurs administratifs aujourd'hui, nous pensons que l'IA, elle est bienvenue. Elle est bienvenue parce qu'elle améliore les performances. C'est pour des questions d'efficacité, de productivité que l'administration est en train d'opter pour les IA dans l'administration. Alors, vu qu'on a fait intégrer l'IA dans nos habitudes, et voilà, il y a des secteurs d'activité qui ne sont plus opportuns. On dit que, par exemple, pour le secrétariat, on n'a plus besoin forcément de cette aide. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un inconvénient à l'intégration de l'IA dans le domaine administratif, dans le domaine de l'emploi en général? C'est sûr, avec l'utilisation des IA, il y a des emplois qui sont menacés, il y a des métiers qui sont en train de disparaître et d'autres qui sont encore appelés à disparaître d'ici là. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous allons fuir ou bien nous allons rejeter l'IA. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fuir. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire sans l'IA. Si je vais synthétiser, on dira simplement, l'IA aujourd'hui, c'est un mal nécessaire. Donc, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement qui est en train d'œuvrer à ce que notre société, notre administration soit modernisée.
À l'idée Toundé, l'IA bouleverse nos habitudes, mais selon Steven Sosoukbe, c'est un mal nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le dire, hein, déjà avec l'essor du numérique, l'IA a pris un gros coup dans le quotidien des hommes. Grâce à cet instrument, nous arrivons quand même à améliorer la qualité de notre productivité et aussi nous arrivons à produire certains produits avec célérité. Je veux parler bien sûr des machines. Aujourd'hui, on a la possibilité même de corriger nos documents sous forme littéralement rédigée avec l'intelligence artificielle. Il y a l'exemple palpable des applications comme ChatGPT que la plupart des étudiants utilisent pour corriger leur mémoire de soutenance, même parfois. Donc, je pense que c'est un outil assez important aujourd'hui dans notre société et nous ne pouvons pas nous en passer si nous savons bien en faire usage. Wilfried Kanhonou, l'IA a des opportunités. Plus concrètement, quelles sont les opportunités qu'offre l'IA aujourd'hui? Est-ce que nous savons les exploiter également? Déjà, l'IA, il faut le reconnaître, ça bouleverse aujourd'hui nos habitudes. Elle s'est ancrée dans nos habitudes et puis bon, on ne peut pas faire sans, on ne peut que faire avec. Donc déjà comme opportunité qu'elle apporte, c'est déjà qu'elle crée une certaine célérité dans les activités humaines. Et ça permet beaucoup plus, comme M. Halidé l'a dit tout à l'heure, lorsque je prends par exemple ChatGPT, qui est utilisé par aujourd'hui plein d'étudiants, par les professionnels des médias, par tous ceux-là qui travaillent, vous pouvez faire des activités qui pourraient vous prendre en temps normal 1 heure, vous pouvez le faire en 30 minutes. C'est très bien. Nous avons des outils qu'on appelle aujourd'hui des outils test to art, où vous pouvez juste avec un écrit avoir des visuels créatifs. Je veux donner l'exemple par exemple de Midjourney ou de Dali. Et ça facilite un peu, je vais dire, tout ce qui est travail que l'homme devrait faire. Et je pense que c'est bénéfique pour nous. C'est bien, c'est bénéfique, mais est-ce que cela ne pousse pas à la passivité? Vous avez raison de le souligner, mais il faudrait qu'on fasse une nuance. Il faudra comprendre que l'IA n'est pas cet outil-là ou carrément ce loup-là qui vient nous dévorer. C'est pas du tout ça. Franchement... Il vient jouer quel rôle alors? Vous avez parlé il est de facilitateur déjà. Voilà. J'ai parlé de facilitation. Lorsque je prends par exemple ChatGPT dont j'ai parlé plus haut, je disais tout à l'heure que les enseignants ou les étudiants, les professionnels l'utilisent et à bon escient. Aujourd'hui, lorsque vous pouvez vous servir de ChatGPT pour vraiment étudier, pour vraiment enseigner. Et ça va faciliter le travail aux enseignants, par exemple. Parce que les notions qui ne sont pas assimilées par les étudiants, par les élèves au collège, dans nos lycées, au supérieur, une fois à la maison, on peut se servir de ChatGPT pour les travailler encore plus. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, l'IA permet de détecter des cancers, ce que les médecins ont parfois du mal à faire. Et je dirais que c'est bénéfique, même s'il y a des tares dans toute révolution, mais nous devons faire avec. Steven Sosoukbe, c'est bien vrai, l'IA est bénéfique pour nous, est très utile dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'agriculture. L'IA fait des révolutions, mais est-ce que cela ne pousse pas, nous, les êtres humains, à la passivité? Déjà, il faut reconnaître que tout ce qui est révolution rencontre toujours des résistances. Et c'est naturel que nous soyons résistants et que nous soyons si réticents. Parce que l'homme n'aime pas le changement, l'homme préfère les habitudes, l'homme préfère le statu quo. Et donc, toutes les fois où il y a de nouveautés, l'être humain perd d'équilibre. Et toutes les fois il perd d'équilibre, il manifeste son mécontentement. Et donc, c'est naturel que nous puissions manifester nos mécontentements
face à cet outil qui est venu un tant soit peu pour améliorer nos conditions de vie. Maintenant, si je vais utiliser une formule toute faite, je dirais aujourd'hui, peu importe le secteur, à utiliser les IA rend la vie du secteur une vie parasitiaque. Et donc, on se voit du retour dans le jardin d'Éden, que ce soit en agriculture, que tu sois allongé quelque part et que la machine puisse arroser ton jardin pour toi. Même si il y a d'autres domaines où on ne peut pas trop l'encourager, qu'un robot puisse opérer quelqu'un, la chirurgie. Bon, assisté par un robot, oui, mais le robot même, ça pose un problème. C'est vrai, l'homme est paresseux. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. L'homme veut toujours ce qu'il va faire pour ne pas trop se fatiguer. Et c'est... Et en ça, l'IA vient renforcer cette passivité. Oui. Non, ça a été toujours comme ça. Même les moyens de transport, c'est parce que les hommes ne pouvaient pas beaucoup marcher qu'ils ont eu recours aux chevaux. Après les chevaux, ils ont eu recours aux motos, après véhicules, voitures, avions, tout et tout. C'était juste pour faciliter le déplacement. Et donc, les tout premiers qui ont voyagé en avion, c'était des courageux. C'est comme les tout premiers aujourd'hui qui utilisent le IA, c'est tout. Quand il y a de nouveautés, l'être humain n'est pas partant pour. Mais quand il va très peu, sinon très vite, très peu de temps après qu'il ait commencé, il s'habitue. Et donc, d'ici là, ça va rentrer dans l'habitude. Il est rare aujourd'hui de voir un étudiant réfléchir par lui-même. Et c'est là le vrai danger. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer. C'est ce que, par exemple, le monde des enseignants déplore par rapport à l'usage de l'IA en milieu éducatif. L'IA fait que l'étudiant ou l'élève ne réfléchit plus par lui-même. Et c'est dangereux. Si au lieu de réfléchir par nous-mêmes, nous laissons la machine réfléchir à notre place, mais notre cerveau là, ça c'est à quoi? Les neurones que Dieu nous a donnés là, ça c'est à quoi? On finira par devenir des... Bon, excusez, mais on finira par être comparé à ceux, les animaux là qui mangent les herbes. Le cerveau a été créé par Dieu pour être exploité. Donc nous devons réfléchir pour cultiver notre cerveau. Aujourd'hui, l'usage de l'IA fait qu'on a tendance à ne plus réfléchir du tout. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un sujet... ChatGPT. Bon. Directement, on va chercher. Alors, à l'idée Toundé, voilà l'IA avec ses opportunités. Elle a été très controversée lorsque l'IA s'est installée de part et d'autre. Certains trouvaient ça opportun, d'autres trouvaient ça menaçant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit concrètement? D'abord, il faut avoir le courage de reconnaître l'importance de cet outil-là. Parce que déjà, avec cet outil, comme l'a dit Steven, on peut quand même réaliser certaines choses. Déjà, aujourd'hui, il existe des drones. L'idée est née d'une intelligence artificielle. Il existe des drones pour pouvoir assurer une certaine sécurité du territoire, même depuis votre position. Vous pouvez identifier la position de l'ennemi, vous pouvez l'attaquer. Aujourd'hui, il y a des robots automatiques qui peuvent quand même exercer les métiers, qui peuvent travailler dans des entreprises comme des hommes. Aujourd'hui, il y a des arrosoirs automatiques qui peuvent quand même arroser les champs et faciliter la tâche aux agriculteurs. Il faut reconnaître l'importance d'abord de cet outil-là. Maintenant, là où le danger est, c'est que cela empiète sur la main-d'œuvre, la qualité de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre humaine n'est plus forcément disponible. Pendant qu'il y a des gens qui ont le diplôme et qui sont au chômage, qui sont à la recherche de l'emploi décent, on met à la disposition des entreprises ces machines-là et carrément on met les hommes de côté et bienvenue les dégâts. On assiste à un taux élevé de chômage dans certains pays. Quand je prends par exemple le Japon à lui seul dispose 410 000 robots. C'est-à-dire 50% des robots sur toute la planète. Donc déjà, ça pose un problème avec tout le monde qu'il y a, avec la population du Japon. Vous imaginez le nombre de personnes qui seront obligées de rester chez eux malgré leur diplôme. Donc voilà le danger que l'IA est en train de poser aujourd'hui. On peut également évoquer le cas d'une certaine insuffisance. Ce n'est pas un mal pour un bien, puisque aujourd'hui, l'homme a recours directement à l'IA pour faire quoi et n'importe quoi. Est-ce que alors se tourner directement vers l'IA pour dire bon, je mets un robot là qui fait ce que l'homme est obligé, l'homme s'attend déjà à ce que le robot fasse. Au lieu de te payer l'homme, il faut avoir un robot là qui fait directement le travail. Est-ce que c'est pas justement, c'est un danger puisque l'intéressé qui a mis le robot là, c'est une manière pour lui de réduire les dépenses. Puisque quand il va mettre un humain là, certainement
cet humain-là sera rémunéré à la fin du mois. Donc, il sera obligé de mettre l'argent là de côté, mettre un robot qui n'a pas forcément obligé d'être rémunéré parce que le robot ne mange pas, c'est une machine. Il peut rester là 24 sur 24 à travailler, il ne sera jamais fatigué. Donc, c'est une manière pour eux d'abord de réduire la main-d'œuvre. Chacun essaye de préserver son intérêt. C'est là où se trouve le danger. D'où vient l'IA? L'étudiant, par exemple, qui va faire recours à ChatGPT pour pouvoir corriger son mémoire, quand peut-être le jury sera face à un tel document et verra que le document est de qualité, il sera obligé d'attribuer la note sans pour autant chercher à savoir si c'est l'étudiant même qui a fourni l'effort. Or, l'intéressé est resté derrière l'intelligence artificielle. Même aujourd'hui, dans les écoles de journalisme, malheureusement, il y a des jeunes qui l'utilisent pour écrire des papiers. C'est là où se trouve le danger. On est obligé de faire recours à ces instruments-là. Et forcément, on n'a plus la capacité de réfléchir, on n'a plus la capacité de faire valoir ses potentialités. On est obligé de robotiser son cerveau pour pouvoir accomplir des tâches. Et là, c'est vraiment dommage. Ulfran Kanrono, quelle menace voyez-vous subvenir de l'intelligence artificielle à long terme? Déjà, je dirais que le monde a toujours connu des révolutions. L'arrivée de l'IA n'est pas et ne sera pas la dernière. On a bien connu, on a vécu avec la révolution industrielle où l'homme est passé à la machine pour la production. Il y a eu l'arrivée d'informatique où l'homme utilise Internet aujourd'hui. On a vu tous les bénéfices qu'Internet apporte aujourd'hui. On a vu tous les bénéfices et on continue de voir tous les bénéfices que la production de masse apporte aujourd'hui. Donc l'IA, comme je le disais au départ, n'est pas ce loup-là qui vient nous faire du mal, du tout pas. Maintenant, il faudrait comprendre un certain nombre de choses. L'IA a toujours vécu avec nous. Peut-être on ne faisait pas attention à cela. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur Facebook en temps et lorsque vous voyez votre fil d'actualité et que vous avez des recommandations, mais c'est l'IA. Lorsque vous utilisez vos GPS pour quitter tel endroit à tel endroit, c'est l'IA. Lorsque vous prenez votre téléphone portable et que vous essayez de faire la reconnaissance faciale juste pour déverrouiller, c'est l'IA. Donc ça a toujours vécu avec nous sans que ça ne pose de problème. Vous voyez tous ces exemples que j'ai cités là, mais c'est juste des exemples bénéfiques. Et je pense que ce serait une erreur de banaliser tout ça. Maintenant, mes prédécesseurs ont parlé d'un sujet que je juge un peu néfaste. On m'a parlé de l'humain, du rôle, de la place de l'humain à côté de l'IA. Il faut reconnaître quelque chose. L'humain restera toujours l'humain. On parle d'intelligence artificielle et on parle d'intelligence biologique. L'intelligence artificielle est créée par l'humain. Donc à un certain moment, lorsque vous n'arrivez pas à vous reconvertir, lorsque vous n'arrivez pas à vous réinsérer professionnellement, ne soyez pas étonnés que l'IA qui facilite grandement les choses vienne vous remplacer. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que l'IA est le meilleur outil pour faire des tâches chronophages, des tâches à répétition, des tâches spécifiques. Et elle le fait avec plus de rapidité même que l'humain. Mais qu'il y a des domaines dans lesquels l'IA ne saura jamais remplacer l'humain. Par exemple, le secteur de la santé dont parlait M. Steven tout à l'heure, l'IA ne peut pas se mettre à diagnostiquer un mal, jamais. Mais elle peut accompagner le médecin, ce chirurgien-là, à traiter le mal. Et c'est tout à fait bénéfique. Maintenant, si on a peur d'aller vers, parce qu'on a peur, pour ceux qui sont friands des films Transformers et consorts, je dirais que, il faudrait goûter pour voir.
Steven Soussoukwe, on a exploré quelques opportunités. Les menaces ne sont pas vraiment définies puisque on n'en trouve pas réellement. L'IA est une révolution à ce qui se dit. Alors, comment l'IA peut-elle contribuer à améliorer le secteur de l'éducation et de la santé, par exemple, au Bénin? L'IA pour améliorer le secteur de la santé au Bénin. Déjà, ça se fait sous d'autres cieux. Et il va falloir que nos centres de santé, nos hôpitaux soient équipés. Mais avant qu'on les équipe, il faut que les médecins soient formés pour pouvoir faire usage de ces appareils de dernière génération équipés de IA. Et donc, le médecin qui va rester sur cette notion de la faculté de l'école de 1960 ne pourra pas utiliser les appareils actuels et donc il sera dépassé. Et là, d'autres viendront, d'autres jeunes qui sont nés avec les IA viendront le remplacer. Et c'est là l'un des problèmes que nous sommes en train de craindre. Combien on va envoyer précocement en retraite ou bien prématurément à la retraite. Il faut que déjà l'État, si éventuellement on veut apporter les IA dans la santé au Bénin, dans le souci de vite traiter les patients parce qu'on n'a pas assez de place, mais on a souvent assez de malades. Chaque jour, il y a tellement de cas d'accidents qu'on enregistre en République du Bénin. Et si on veut essayer de corriger ça et qu'on décide de faire appel à l'IA, il faut qu'on puisse former les médecins pour. Il faut former les médecins pour qu'ils soient capables d'utiliser ces machines-là, ces outils de dernière génération. Parce que peu importe l'IA qui vient, si l'utilisateur est un mauvais utilisateur, on n'aurait pas le résultat espéré. Donc, il faut que l'utilisateur soit formé pour profiter ou pour nous faire profiter au mieux de ces machines qu'on aura à acheter pour le domaine de la santé. Maintenant, parlant de l'éducation, les professeurs sont très résistants actuellement par rapport à l'usage des IA en milieu scolaire ou universitaire. Et il faut les comprendre. On ne va pas donner totalement raison aux professeurs. Mais déjà, il faut que les professeurs puissent commencer par se former. C'est-à-dire? Il faut que les professeurs eux-mêmes apprennent à utiliser les IA et apprennent à utiliser les outils qui permettent de détecter les productions des IA. Parce qu'un étudiant qui fait une production avec un IA, il y a d'autres logiciels pour détecter que ce travail a été généré par... Ça se fait déjà. Il y a des instruments de détection dans nos universités. Oui, il y a des instruments de détection. Il faut que les professeurs soient en mesure d'utiliser ces instruments-là. Pour que quand un élève vient avec, déjà même la consigne est telle que mes productions ne m'amenez pas des trucs générés par l'intelligence artificielle. Mais on sait aujourd'hui que les étudiants ont plusieurs méthodes pour contourner les règles. Est-ce qu'il ne faut pas des sensibilisations, s'asseoir, montrer comment il faut utiliser l'IA? Quand l'IA génère une réponse, comment réadapter la réponse? Est-ce que ce n'est pas un autre travail éducatif qu'il faut faire sur l'IA? Oui, et il faut le faire. D'abord même, au Bénin actuellement, les étudiants utilisent très mal l'intelligence artificielle, très mal. À mon avis, pour utiliser l'IA, il faut d'abord soi-même connaître avant de commencer par lui poser des questions, parce que l'IA ne nous dit pas toute la vérité, ou que l'IA, sur des questions, se plante. Et c'est là, le connaisseur, c'est non, ça tient pas la route, ça tient la route. Et pour se faciliter la recherche sur un certain nombre de sujets, tu peux avoir recours, mais que ta production soit la production de l'IA, ça là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et un étudiant qui va remettre un travail tout plaqué IA, c'est quelque part lui-même, je me demande quelle fierté il aura d'avoir produit. C'est l'IA qui a produit, c'est pas sa production.
Alidé, merci à vous. Alidé Toundé, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Est-ce qu'il faut sensibiliser? Et aussi, le gouvernement doivent-ils investir davantage dans l'intelligence artificielle ou au détriment d'autres secteurs? Au détriment de l'humain, si on peut le dire également ainsi. D'abord, le nœud fondamental de ce fléau, je l'appelle fléau, c'est d'abord l'éducation. Il faut chercher d'abord à éduquer la jeunesse, les apprendre, comme le disait tout à l'heure Steven, comment est-ce qu'il faut utiliser l'IA et dans quel contexte il faut l'utiliser. C'est très important, puisqu'aujourd'hui, on a tendance quand même à mettre de côté tous nos acquis au profit de l'IA et du coup, on s'en sort peut-être la tête bredouille, la tête vide. On ne produit rien, c'est l'IA qui produit à notre place. Donc, je pense déjà qu'il faut réfléchir à cela. Dans les contextes, il faut par exemple utiliser l'IA. Moi, je pense que l'IA serait peut-être bénéfique à l'agriculture dans la mesure où on aura peut-être besoin des tracteurs, des moissonneuses pour arranger les plantations et également on aura peut-être besoin aujourd'hui il existe des machines pour détecter peut-être une éventuelle épizootie au sein des animaux. Là, j'aborde le secteur de l'élevage, par exemple, voilà, dans des contextes dans lesquels on peut utiliser l'IA, dans les contextes typiquement industriels, pour pouvoir faciliter justement la productivité. Dans le secteur de l'éducation, moi j'estime que l'intelligence artificielle est à bannir tout simplement. Merci à vous, mesdames et messieurs. La propagande des rumeurs politiques par des personnes mal intentionnées, un comportement lâche qui porte atteinte à la souveraineté de notre État et qui doit être sévèrement puni. Nous avons également parcouru l'intelligence artificielle, menace ou opportunité. Eh bien, à en croire les invités, les opportunités sont réelles, mais il va falloir faire une sensibilisation afin de savoir utiliser cet outil qui peut devenir menaçant pour le quotidien. Merci de nous avoir suivis. Ces échanges se sont faits avec nos invités Alidé Toundé, Ulfon Caro et Sosukbe Steven qui étaient là pour ce débat. On se dit à demain pour un autre nouveau numéro du débat du soir. D'ici là, portez-vous bien.